Donc, on qualifie les bryophytes d'embryophytes non vasculaires et sans racines. Donc, définition un peu particulière parce qu'elle est basée sur l'absence de caractère, ce qui est jamais très très bon en phylogénie, mais qui permet quand même bien de bien caractériser ce groupe. Et quand on regarde, quand on zoome sur l'arbre phylogénétique global des chlorobiontes, donc on voit apparaître ici le groupe des bryophytes avec des détails qui n'apparaissent pas sur la figure générale. Et on y voit hein, que l'ancêtre de ces bryophytes, qui doit se situer quelque part ici à la base, est aussi l'ancêtre de toutes les embryophytes. D'où la notion que ce groupe est non pas monophylétique, mais il est paraphylétique. Donc un groupe qui, en termes de phylogénie au sens strict, n'a pas de signification particulière, mais qui, par quand même une certaine unité, certains caractères qui sont partagés, donc, est quand même toujours utilisé en biologie végétale. Donc on a dit ici, pour commencer, ce que ces plantes n'ont pas. Donc qu'est-ce qu'elles ont qui les caractérise? Quel est leur caractère dérivé propre qui les caractérise? Donc c'est le fait qu'au niveau des cycles de reproduction, on a une alternance de génération, un cycle tout à fait classique comme celui qu'on a décrit à la fin du cours précédent, mais avec dominance de la phase gamétophytique. Et on verra au fur et à mesure qu'on va étudier les différents groupes que c'est l'exception. Donc c'est le groupe où c'est le seul groupe où la phase N est dominante. Donc si on revient à l'arbre lui-même, donc on y voit trois sous-groupes de bryophytes, les hépatiques, les anthocérotes et les mousses, avec des nombres d'espèces très différents, qui, comme toujours, ne sont pas les chiffres qu'il faut apprendre par cœur. Donc, on va parler ici des mousses et des hépatiques, qui sont, comme vous voyez, les deux groupes les plus diversifiés, qui sont les deux qu'on peut rencontrer facilement dans nos régions. On ne reparlera pas des anthocérophytes, qui sont un groupe beaucoup moins représenté et qui n'existent à peu près pas dans nos régions ici. Alors, toujours le même principe, lorsqu'on zoome sur une partie de l'arbre général des chlorobiontes, on voit apparaître aussi des caractères nouveaux, donc, qui sont ici en rouge sur la figure et qu'on va expliciter dans les prochaines minutes. Donc, commençons par définir un petit peu ce qu'est le gamétophyte et par décrire ce qu'est le gamétophyte des bryophytes, puisque c'est la phase dominante du cycle de reproduction. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une bryophyte dans la nature, ce que vous voyez en général, c'est le gamétophyte, c'est l'individu en phase haploïde, ce qui est assez particulier dans le monde vivant. Donc, ce sont des plantes qui ressemblent à ceci, des petites tiges feuillées qui font quelques centimètres de hauteur au maximum. Donc, on le voit ici schématiquement. Ces tiges portent donc ce qu'on appelle des feuilles, mais le terme est donné plutôt par analogie, avec des feuilles de plantes plus récentes qu'on verra par la suite, parce que ces feuilles sont très très simples, elles ne sont formées que d'une à trois couches de cellules. On voit quelques schémas ici anatomiques qui démontrent qu'il y a très peu de différenciation, il n'y a pas de nervures, donc ça n'a rien à voir avec les feuilles des angiospermes, par exemple, qu'on a étudiées l'automne dernier. Cette tige feuillée, elle est insérée non pas sur des racines, qui, comme on l'a dit, n'existent pas, mais sur un ensemble de rhizoïdes, donc des poils spécialisés, qui assurent avant tout un ancrage au substrat. Quand on regarde ensuite au niveau du sporophyte, qui est porté par ce gamétophyte, donc on y reviendra tout à l'heure en voyant le cycle de reproduction, donc on voit que dans ce sporophyte, on peut trouver donc quand même un système vasculaire primitif, qui est aussi donc, au niveau de la tige du gamétophyte. Donc ce système vasculaire primitif comporte des cellules qu'on appelle des hydroïdes et des leptoïdes, donc, qui sont caractéristiques des mousses et pas des autres groupes de bryophytes, et qui sont, comme on le voit donc, ici, très peu spécialisés par rapport à ce qu'on aura chez des plantes plus récentes, mais qui sont en quelque sorte l'ébauche d'un véritable système vasculaire qui apparaîtra plus tard dans l'évolution. Donc globalement, donc, structure très différenciée, mais quand même beaucoup plus simple que celle des plantes qu'on a déjà étudiées. L'autre forme sous laquelle on pourra trouver certaines bryophytes, par exemple le genre Marchantia, donc dans les hépatiques, c'est ce qu'on appelle une lame foliacée. Donc une structure, on voit très bien la photo ici, qui ressemble à ce qui serait une feuille qui serait étalée sur le sol. Donc c'est la plante elle-même. Et si vous vous souvenez de la visite du jardin botanique que vous avez faite au début du semestre précédent, vous avez dû voir dans la serre tropicale des exemples de ce genre Marchantia, donc ce qu'on appelle aussi des hépatiques.
Donc si on regarde le détail de la coupe de cette lame foliacée qui a l'air très très simple, bon, on se rend compte là aussi qu'au-delà de la simplicité apparente, il y a une grande complexité anatomique. On a une couche supérieure qui est un épiderme, donc on appelle l'épiderme supérieur justement parce qu'il est différent de l'épiderme qui sera situé en contact avec le substrat, donc il est l'épiderme inférieur. Sous l'épiderme supérieur, là où on reçoit le plus de lumière, on aura logiquement les cellules qui assurent la photosynthèse, avec des espaces entre ces cellules pour assurer les échanges gazeux. Donc on parle de chambre aérifère. Et pour que cette chambre aérifère communique avec l'extérieur, on a des pores. Ce ne sont pas des stomates qui s'ouvrent, se ferment, comme on a vu chez les angiospermes. Ce sont simplement des ouvertures qui ne peuvent pas se refermer ni se réouvrir. Elles sont toujours ouvertes et permettent donc l'échange d'oxygène et de CO2. Dans la partie inférieure de cette lame foliacée, on a un autre type de cellules très différentes, en particulier des cellules qui vont assurer une fonction de réserve, de stockage de molécules énergétiques pour la plante. Donc de nouveau, si on revient aux photos, on voit l'apparence globale de ce genre marquantien, de ces hépatiques. On voit un détail de la surface et, par exemple, on voit très bien ici des exemples de ces pores qui assurent les échanges gazeux. Et encore mieux, quand on les regarde au microscope électronique à balayage, on voit cette structure particulière qui, encore une fois, n'est pas un stomate. Donc, c'est simplement une ouverture qui permet donc, au CO2 d'entrer, à l'oxygène d'être libéré, mais sans pouvoir exercer de contrôle donc, sur les conditions extérieures. Sur la première photo, on voit d'autres structures ici qui assurent la reproduction. Donc, on en parlera tout à l'heure. Cette plante, comme les mousses qu'on a vues auparavant, est de petite taille, donc elle est de l'ordre de quelques centimètres. La croissance du gamétophyte est aussi plus simple que celle qu'on a vue chez les plantes plus récentes. Donc, on a bel et bien une croissance qui est localisée, qui est très spécialisée, mais elle est tellement spécialisée qu'il n'y a pas de méristème apical, il n'y a pas un groupe de cellules qui assure la croissance, il y a une seule cellule qui assure la croissance, qui est celle qui est indiquée ici en jaune, une espèce de cellule avec une forme triangulaire, si on veut, en 2 dimensions. Cette cellule-là s'appelle la cellule initiale apicale. Donc initiale parce qu'elle initie la croissance, et apicale forcément parce qu'elle est située à l'extrémité de la tige, donc dans ce cas-ci du gamétophyte. Et donc très souvent, au lieu de dire cellule initiale apicale, on dira simplement l'initiale, donc l'adjectif devient un nom, et donc l'initiale désignera cette cellule. Donc son principe de fonctionnement est le suivant. Donc cette cellule initiale va subir des mitoses. Et ce qui est particulier, c'est que contrairement au cas habituel où par mitose, on obtient 2 cellules identiques, ici, par mitose, on obtient 2 cellules qui sont différentes l'une de l'autre. Donc, ce qu'on indique, c'est que chaque mitose va produire effectivement 2 cellules. L'une des 2 sera de nouveau une initiale, donc chaque mitose régénère l'initiale. Et la deuxième cellule est une cellule qui va se différencier. Donc, le cycle se poursuit indéfiniment, puisqu'à chaque mitose, on régénère une nouvelle initiale. C'est ce qui est illustré en bas ici, avec indiqué par les lignes bleues et rouges des faces de la cellule qui sont les sites de division successifs par mitose. Et donc ces sites de division successifs par mitose génèrent donc alternativement des cellules qui deviennent des cellules de la tige de ces gamétophytes. Puis par la suite, certaines autres cellules, on en a mis une en orange, va recommencer à se diviser aussi pour pouvoir générer les feuilles de ces structures. Donc croissance qui est, encore une fois, très spécialisée. Alors toujours la même question lorsqu'on aborde un groupe de plantes, où les trouve-t-on? Donc on les trouve surtout en région tempérée et tropicale, et de par l'absence de racines pour puiser l'eau dans le sol, ce sont des plantes qui sont le plus souvent en milieu très humide. Donc elles vont capter l'humidité ambiante au niveau de leurs feuilles. Il y a 2 types d'architecture, si on veut, de ces plantes. On parle du port de ces plantes. Donc, il est soit dressé, comme on a vu tout à l'heure pour les mousses, donc une tige qui croît à la verticale sur quelques centimètres. Mais très souvent, et même pour la plupart des espèces, on va trouver ce qu'on appelle un port rampant, c'est-à-dire que ces mousses forment une espèce de tapis à la surface du sol, par exemple près de cours d'eau, d'étendues d'eau. Donc, en faisant ce tapis, elles vont maintenir l'humidité entre elles et le sol. Donc, conserver une humidité qui va leur permettre de croître, même lorsque l'environnement est plutôt sec.
Par contre, vous savez qu'on trouve plusieurs mousses dans des milieux qui, eux, sont parfois très très secs, sur des murs de pierre, sur des toits en tuiles, par exemple. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ces plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité peuvent survivre dans de telles conditions? C'est qu'elles ont une adaptation qui est particulière, ce qu'on appelle la reviviscence. Donc, en conditions où l'humidité est présente, donc elles sont vertes, elles sont en croissance active, et dans des conditions de sécheresse, elles vont se déshydrater. Et ils vont pouvoir résister sous forme déshydratée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et reprendre rapidement la croissance lorsque de l'eau sera de nouveau disponible. Donc cette capacité de reviviscence, elle est très particulière. Elle n'est pas générale. La plupart des plantes, lorsqu'on les déshydrate, vont simplement mourir, alors que ces plantes déshydratées qui ont l'air mortes, si on les replace dans l'eau, c'est pour ça que j'ai mis une flèche dans les deux sens, si on les replace dans l'eau, vont rapidement se réhydrater, la coloration verte va revenir et le métabolisme va reprendre parfois en quelques minutes. Donc on a ici le genre Tortula, qui est un genre très commun de mousse, qu'on appelle la mousse étoilée, qui est capable effectivement de profiter au maximum des rares périodes d'humidité et de résister sous forme déshydratée pendant les périodes moins bonnes, moins favorables à la croissance. Donc tout ça concernait la partie la plus dominante du cycle, encore une fois, qui est le gamétophyte, qu'on voit d'abord lorsque on observe des mousses ou des hépatiques. Le sporophyte, lui, est une structure diploïde, par définition, qui est portée par le gamétophyte. Donc le sporophyte, chez ces plantes, n'a aucune existence autonome. Parfois, on le qualifie même de parasite du gamétophyte, parce qu'il a absolument besoin de celui-ci pour se développer. Donc on le voit dans le cas des mousses, avec la tige feuillée qui est le gamétophyte qui porte un sporophyte, et même principe chez Marchantia, chez les hépatiques, donc la lame foliacée, qui est le gamétophyte, qui porte ces structures qui sont les individus en phase diploïde. Donc il se présente toujours sous la forme d'une structure allongée, qu'on pourrait appeler une tige, mais auquel on donne le nom plus précis de pédicelle, et qui porte à son sommet, donc on le voit ici et on le voit ici, donc l'organe qui va produire les spores, donc, dont le nom général est sporange, et dont le nom plus spécifique sera parfois de sporogone. Donc vous allez voir les deux termes qui sont tout à fait équivalents. Donc ces sporanges sont le site de production de spores, que l'on voit ici sur la figure, donc identifié par le chiffre 3, et qui sont, dans le cas des hépatiques, souvent accompagnés de ces cellules très allongées, qui ne sont pas les cellules reproductrices, qui sont des cellules diploïdes, qu'on appelle des élatères, et qui, lorsqu'elles sont dans le sporange, sont repliées sous forme d'une espèce de ressort, et qui se déplient rapidement lorsque les spores sont prêtes à être dispersées. Donc c'est un mécanisme mécanique qui va permettre la propulsion des spores et faire en sorte qu'elles ne tombent pas simplement au pied de la plante qui les a produites. Donc un premier modèle, on en verra plusieurs premiers mécanismes qui permettent à la plante de disperser ses spores à des distances relativement importantes. Dernière remarque, on va voir sur les sporophytes parfois des ouvertures au niveau d'une cellule qu'on va assimiler à des stomates. Donc on dirait que ce sont des stomates primitifs, en quelque sorte l'ébauche des stomates plus évolués qui apparaîtront par la suite. On les voit uniquement dans le groupe des mousses et ne sont constitués que d'une cellule, alors que les stomates sont constitués d'au moins 2 cellules. Donc c'est une ébauche, encore une fois, de systèmes d'ouverture contrôlables, qui va permettre de réguler les échanges gazeux et qui existe bel et bien chez la phase sporophytique et pas chez la phase gamétophytique de ces organismes. Alors tout ceci nous amène à parler du cycle de reproduction sexuée de ces bryophytes, avec comme premier exemple le cas des mousses, et d'une mousse extrêmement connue qu'on appelle, donc, selon le nom de genre latin, Polytrichum, donc le nom français étant le polytrique. Donc ce genre de figures, vous les connaissez, donc elles proviennent toujours d'un même ouvrage, et comme je l'ai toujours fait, donc je l'ai divisé en plusieurs petites sections pour mieux voir les détails, et j'ai traduit les différentes annotations en français, donc pour que ce soit plus évident. Avec toujours le même message, donc c'est dans le cas de ces figures, il ne faut pas essayer de les apprendre par cœur, il faut essayer de les comprendre. Donc on va commencer l'étude de ce cycle de reproduction en commençant par les spores, donc des cellules par définition qui sont haploïdes, qui ont été produites par une méiose. Alors dans le cas de ces mousses, on se rendra compte qu'il y a des gamétophytes qui sont mâles et d'autres qui sont femelles, c'est-à-dire qu'au début, on a deux types de spores. Donc des spores qui sont mâles et des spores qui sont femelles.
représentés, comme c'est souvent le cas, par deux couleurs différentes, simplement pour bien les distinguer. Dans la nature, ces spores sont toutes de la même couleur et de la même forme. Donc ces spores sont dispersés, vont trouver un endroit qui leur convient, vont germer, en rappelant effectivement qu'il n'y a pas de fécondation entre spores, il n'y a pas de fusion entre spores. Donc chaque spore, par germination, donne naissance d'abord à un filament microscopique qu'on appelle le protonéma, un ensemble de filaments ramifiés qu'on voit ici à la loupe binoculaire. Et sur quelques endroits sur ces filaments vont apparaître un peu plus tard des bourgeons. Et rapidement, sur ces bourgeons se forment des rhizoïdes. Et la croissance de ce bourgeon va justement donner cette tige feuillée caractéristique de la phase gamétophytique avec, comme on verra juste après, un gamétophyte qui va former à son sommet des organes mâles et un gamétophyte qui à son sommet va former des organes femelles. Et donc, encore une fois, ces deux gamétophytes sont ancrés sur un substrat par ces rhizoïdes, qui ne sont pas des racines, qui n'ont pas cette fonction de puiser l'eau dans le sol. On poursuit le cycle de reproduction, donc on voit le détail de ce qui se trouve justement au sommet de ces tiges feuillées. Donc on rappelle qu'on a ici à droite le gamétophyte mâle et à gauche le gamétophyte femelle. Donc le gamétophyte mâle donc, porte à son sommet un grand nombre d'organes mâles qui sont, donc si on prend le terme général, des gamétanges, qu'on appelle donc plus spécifiquement des entéridies, donc plusieurs entéridies, qui vont produire les gamètes mâles qu'on va appeler les entérozoïdes, on y viendra après. Et donc l'ensemble de ces nombreuses entéridies forme ce qu'on appelle une corbeille. Donc on a ici ce qu'on appelle la corbeille mâle. Et on en voit une illustration donc, au microscope. On voit très bien donc, chacune des entéridies et le contenu foncé qui sont les futurs gamètes mâles. Même principe au niveau femelle. Donc on a une corbeille femelle, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs gamétanges femelles qu'on appelle des archégones. Et comme c'est généralement le cas, chaque archégone ne produit qu'un gamète femelle, ici à la base, qu'on appelle l'oosphère. En rappelant, si besoin est, que chez les plantes, le gamète femelle ne s'appelle pas l'ovule, donc il s'appelle bien l'oosphère. Alors comment est-ce que les gamètes mâles vont passer de la corbeille mâle à la corbeille femelle? Donc c'est là qu'intervient souvent simplement la pluie, des gouttes d'eau. Donc des gouttes d'eau qui se déposent en tombant, donc des gouttes de pluie se déposent en tombant, vont projeter des micro-gouttes qui auront acquis des gamètes au niveau des corbeilles femelles. Et les gamètes mâles, comme on voit ici, qui ont toujours des flagelles, vont nager dans l'archégone pour aller assurer la fécondation de l'oosphère. Donc on est passé à des plantes qui sont terrestres, mais qui au niveau de leur mode de fécondation ont conservé ce caractère aquatique. Les entérozoïdes nagent, on le voit encore mieux ici, dans cette partie allongée de l'archégone pour aller assurer la fécondation de l'oosphère, qui est la cellule orange qu'on voit ici à la base. Et de nouveau, j'ai rajouté une photo au microscope, on voit très bien la corbeille femelle avec les différentes archégones et des grandes cellules qui sont les gamètes femelles, donc les oosphères. Donc on poursuit le cycle, la fécondation a donc lieu une fois que les gamètes mâles ont rejoint l'oosphère. Ça forme une première cellule diploïde qui est le zygote. Donc la cellule qu'on a mis en vert ici, donc à partir de maintenant, tout ce qui est en vert est la phase 2N. Et en rappelant le principe général, donc ce zygote se développe bel et bien dans l'organe femelle où la fécondation a eu lieu. Donc c'est le même principe que chez les animaux, si on veut, d'où la notion que c'est un embryon qui va se développer dans cette partie de l'archégone un peu renflée qu'on appelle le ventre de l'archégone. Cette cellule va subir évidemment une série de mitoses pour devenir justement cet embryon, qui va par la suite subir une croissance en longueur extrêmement importante et pour former effectivement le jeune sporophyte, toujours, comme on le voit, ancré dans le gamétophyte dont il va se nourrir. Et lorsqu'il est très jeune, ce sporophyte est toujours recouvert d'une couche de cellules qui proviennent du gamétophyte, qui sont haploïdes et qu'on appelle la coiffe, qui étaient les cellules autrefois faisant partie de l'archégone. Donc ici, on a simplement le futur pédicelle, on le retrouve ici, pédicelle du sporophyte, qui poursuit son développement, va former à son extrémité ce qu'on a appelé tout à l'heure sporange ou sporogone. J'ajoute ici un autre synonyme, on l'appelle parfois aussi la capsule. Donc trois termes qui désignent la même chose, le terme le plus général étant le terme de sporange. Alors l'ensemble de ce pédicelle et de ce sporange, qui sont formés de cellules diploïdes, c'est le sporophyte mature. Et pour compléter le cycle de reproduction, on regarde le détail de ce sporange, qui est par définition un organe dont certaines cellules vont
par méiose produire les spores. Alors ces cellules, c'est ce qu'on appelle le tissu sporogène. Donc cellule par définition qui sert à générer des spores. Alors puisqu'on a vu en passant qu'il y a plusieurs archégones au sommet de chaque gamétophyte femelle, on aurait potentiellement plusieurs sporophytes qui pourraient se développer au sommet de chaque gamétophyte. Donc dans les faits, il y a des mécanismes de contrôle qui interviennent, qui font que lorsque la fécondation a eu lieu dans un des archégones, elle n'aura pas lieu dans les autres où le sporophyte ne se développera pas. Ce qui fait que dans la grande majorité des cas, quand on regarde des mousses, on observe, on le voit bien ici, un seul sporophyte au niveau de chaque gamétophyte. Et donc les structures qui sont blanchâtres ici sont effectivement les sporanges eux-mêmes. On termine le cycle. On voit le détail, encore une fois, de ce sporange, avec le tissu sporogène dans lequel certaines cellules vont subir la méiose pour produire les spores haploïdes. Lorsque ces spores ont été produites et sont matures, cette structure du sommet du sporange va être, qu'on appelle l'opercule, va être éliminée, va tomber. Ça va révéler ce qu'on appelle le péristome, ces espèces de dents qui elles-mêmes vont s'ouvrir pour libérer les spores haploïdes, dont 50% seront mâles et 50% seront femelles. Donc on voit ici très bien, encore une fois, ce qu'on appelle ce péristome, donc ces espèces de dents qui vont s'ouvrir pour permettre la libération des spores. Et ainsi, donc, le cycle de reproduction est complété. Alors, je reviens au message tout à l'heure, comme je le disais, je le répéterai jamais assez souvent, donc un cycle de reproduction ne doit pas s'apprendre par cœur, il doit se comprendre. Alors, pour bien insister sur cette notion, j'ai indiqué ici, je vous ai donné une autre figure du même cycle de reproduction que je ne commande pas en détail, donc elle est déjà en français. Donc l'idée pour vous, c'est de bien la regarder, de la comparer à la précédente et d'être capable après ça, n'importe quelle figure qui illustre ce cycle de reproduction, d'identifier les différentes parties. Qu'est-ce qui est le sporophyte, qu'est-ce qui est le gamétophyte, où est la fécondation, où sont les spores, ainsi de suite. Et si vous êtes capable d'identifier ces éléments clés du cycle, vous êtes capable de le reconstituer en entier, peu importe la figure que vous aurez sous les yeux. Alors on voit ici un deuxième exemple de cycle de reproduction qui est celui du genre Marchantia, qui fait partie des hépatiques, dont on a parlé tout à l'heure. Donc je ne le commande pas en détail, celui-ci, parce qu'il est tout à fait identique à l'autre. Je vous laisse le regarder par contre. Donc c'est exactement le même genre de cycle de reproduction, avec comme seule différence que vous aurez les organes qui sont les archégones dirigés plutôt vers le bas, alors qu'ils étaient dirigés au sommet de la tige feuillée au niveau du groupe précédent qui était les mousses. Sinon, le principe reste le même. Et vous avez donc les organes qui sont regroupés sous des chapeaux. Donc, on parle de chapeau mâle, chapeau femelle. Mais le principe même du cycle lui-même, je vous donne une deuxième illustration. Donc, c'est le même cycle, dessiné différemment, avec exactement les mêmes étapes dans le cycle de reproduction. Donc, regardez bien ces figures, elles sont extrêmement importantes. Quelques photos justement pour illustrer le cycle de reproduction de Marchantia. Donc ces organes regroupés sous forme de chapeaux, donc on a aussi ce qu'on appelle les chapeaux mâles, et sur d'autres plans, donc les chapeaux femelles. Donc on voit au niveau femelle donc ces archégones, structure typique, partie allongée, partie renflée, avec au centre le gamète qui sera donc une très grande cellule. Et on a ici le chapeau femelle qui porte maintenant des sporanges. Et on y voit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc les spores qui sont les cellules qui sont colorées ici en rouge, accompagnées de ces grandes cellules qui sont les élatères qui vont aider à la dispersion de ces spores. Donc tout ceci concernait la reproduction sexuée des bryophytes, illustrée par les mousses et par les hépatiques. Chez plusieurs de ces espèces, il existe aussi de la reproduction asexuée, qui fait intervenir la phase gamétophytique. Donc ce n'est pas le sporophyte qui intervient dans cette reproduction. Le sporophyte a comme seule et unique fonction, on pourrait dire, d'assurer la fonction du cycle sexué. La reproduction asexuée concerne les individus haploïdes. Donc ça peut être une simple fragmentation mécanique, avec chacun des fragments qui va poursuivre son existence autonome. Ou ça peut être parfois des structures plus spécialisées. Donc dans le cas des hépatiques, ce sont ces espèces de corbeilles que l'on voit à la surface de la lame foliacée. On en voit quelques-unes sur le schéma, on en voit plusieurs ici sur la photo. Et donc ces corbeilles servent à produire des groupes de cellules qu'on appelle les propagules.
Et le terme, évidemment, est très évocateur. Donc, il s'agit de groupes de cellules qui servent à propager les espèces. On voit ici une coupe anatomique donc, de cette lame foliacée avec une corbeille à propagules. Et les structures plus foncées à l'intérieur sont ces groupes de cellules qui seront éventuellement libérés, dispersés et pourront former de nouvelles lames foliacées plus loin. Donc, sans passer par de la méiose ou de la fécondation, donc on va, si on veut, disperser des cellules qui vont former des clones de cette première lame. Petite question en passant, quand on voit cette lame foliacée, donc, on avait autrefois attribué des vertus médicinales aux hépatiques en fonction de leur forme, justement, de ce caractère. Alors, quelle vertu et pourquoi on avait attribué cette vertu aux hépatiques? Je vous laisse un petit peu chercher. La réponse est facile à trouver, donc en cherchant sur Internet ou dans des bouquins. Je voulais aussi présenter quand même en quelques instants un groupe particulier de mousses, puisqu'on n'a pas fait le détail des différents groupes qui composent les mousses et les hépatiques. Il y a quand même une des classes de mousses que je vais présenter parce qu'elle a un intérêt très particulier, c'est la classe des sphènes. Donc, c'est représenté aujourd'hui par un seul genre qu'on appelle le genre Sphagnum. Donc, c'est environ 400 espèces. Donc, en termes de diversité, ce n'est pas extrêmement important, mais ces 400 espèces forment des peuplements extrêmement importants qui représentent environ 1% de la surface de la Terre aujourd'hui. Et ce sont des marais à eau acide, donc ce sont ce qu'on appelle des tourbières, qu'on trouve par exemple dans les Vosges. Alors, les sphènes ressemblent à ceci. Donc, ce sont des petites plantes, donc tout à fait caractéristiques du groupe des mousses, avec ces feuilles très très simples sur un axe principal. Et quand on regarde ces feuilles en coupe transversale, on se rend compte à la surface, on se rend compte d'un caractère particulier. C'est que, et on le voit surtout donc, en coupe transversale, on a deux types de cellules qui sont des très grandes cellules, qu'on voit ici, et des petites cellules qui sont plus foncées, qu'on voit ici. Et si on regarde à la surface, on voit que ces cellules plus foncées sont des cellules vivantes, qui ont de formes plutôt allongées, et que les grandes cellules, en fait, sont des cellules mortes, qui peuvent accumuler de l'eau. Donc, ces cellules mortes sont la réserve d'eau qui permettra à ces plantes de survivre à des périodes prolongées de sécheresse. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, elles accumulent des réserves. Et lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'environnement, elles vont utiliser les réserves qu'elles ont accumulées. Donc, ça va représenter, vous voyez, c'est impressionnant, jusqu'à 20 fois le poids sec de la plante. Alors, pour ceux qui font un petit peu de jardinage, vous savez que souvent dans la terre de jardin, on aime bien ajouter ce qu'on appelle de la tourbe. Pourquoi? La tourbe garde l'humidité du sol. Et qu'est-ce que c'est que la tourbe? Ce sont justement des sphènes mortes, mais dont ces cellules ont conservé cette propriété de stocker l'eau lorsqu'elle est abondante et de la restituer progressivement lorsqu'elle devient moins abondante dans l'environnement. Donc ça conserve une humidité dans la terre de votre jardin. La dispersion de ces spores au niveau des sphènes fait intervenir aussi un phénomène mécanique pour s'assurer qu'elles ne tombent pas au pied de la plante qui les a produites. Donc, on a ici la capsule caractéristique ou sporange, si on veut, de ces sphènes. On voit ici une photo. Donc, cette capsule est aussi fermée par cette espèce de chapeau qu'on appelle de nouveau l'opercule. Et lorsque on arrive à la fin du processus de maturation des spores, on voit que la capsule va en quelque sorte se comprimer. Donc, la pression à l'intérieur va augmenter. Et lorsque la pression devient trop forte, le chapeau, l'opercule et les spores sont éjectés. Donc, on voit d'ailleurs ici une photo, un montage avec des microscopies, donc à quelques millièmes de seconde d'intervalle pour chaque photo. On voit ce nuage de spores qui sont éjectés par le phénomène de pression qui s'était bâti progressivement dans le sporange de ces sphènes. Alors, je vais terminer ce cours sur les bryophytes avec cette section donc, pour aller plus loin. Donc, cet article vous explique comment certaines mousses résistent à certains polluants, en particulier les métaux lourds, et comment cette résistance n'est pas la même pour toutes les mousses et comment elle peut justement être modifiée en fonction des milieux dans lesquels on les trouve et de quelle façon les mousses peuvent être justement utilisées comme indicateurs de pollution. Donc, c'est un aspect intéressant des mousses en termes d'écologie. Donc, l'examen de la dispersion des mousses dans différents milieux, donc l'examen des différentes espèces, leur distribution, permet d'avoir des indices sur la pollution, sur différents polluants. Et donc, ici, on vous parle de la façon dont les mousses peuvent résister à ces polluants.
et comment ces connaissances peuvent être transposées à d'autres plantes pour les rendre plus résistantes. Donc, je vous laisse lire ceci. Comme d'habitude, il pourrait y avoir à l'examen une question bonus portant sur ce petit article qui est en français, malgré le titre en anglais, qui est en français et qui vous permettra d'en connaître un peu plus sur les mousses. Donc, ça termine ce court chapitre sur les bryophytes. Donc, dans la prochaine section, on passera au groupe suivant de plantes terrestres qui sont les ptéridophytes, donc y compris les fougères.